Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à l'interview de la semaine. Bientôt 2 mois que le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a pris fonction. Parmi les priorités qu'il s'est lui-même fixées, la réconciliation nationale avec en toile de fond la gestion de la crise du Nord. Depuis son installation, le gouvernement multiplie donc les initiatives dans ce sens. Libération de prisonniers, levée de mandats d'arrêt internationaux, tout cela sur fond d'insécurité au Nord à laquelle s'ajoute ces derniers jours la grogne des populations de Gao. Qu'est-ce qui a déjà été fait dans ce cadre et quelle lecture faut-il faire des actes posés? Nous en parlons ce soir avec le Premier ministre, chef du gouvernement, Oumar Tatamli, qui nous a fait l'honneur donc de nous recevoir. Merci, Monsieur le Premier ministre. Alors pour commencer, dites-nous quelle est la méthode IBK et par ricochet donc la méthode Tatamli de gestion de la crise du Nord et en quoi est-ce que cela diffère de ce qu'on a connu jusque-là? Je vous remercie, Monsieur Konaté, pour l'opportunité que vous m'offrez d'expliquer ce que nous sommes en train de faire sur le dossier du Nord. Mais permettez-moi avant toute chose de présenter mes meilleurs vœux à mes compatriotes à l'occasion de la fête de l'Aïd al-Kabir. Permettez-moi également d'avoir une pensée émue et de présenter mes condoléances aux familles qui ont été éplorées par la perte de proches dans le drame de Koubi. Quand le président a pris fonction, le gouvernement a été mis en place, nous avons trouvé une situation sécuritaire particulièrement dégradée. Dans ce contexte, il était important de restaurer un niveau de sécurité qui soit compatible avec une vie normale dans le nord du pays. Il était important également de réaffirmer certains des engagements qui avaient été pris par le gouvernement précédent dans le cadre des accords de Ouagadougou, un processus accompagné par la communauté internationale. Dans ce contexte, nous nous sommes attachés à deux choses. D'abord, mettre en œuvre des mesures de confiance qui permettaient d'assurer qu'un cadre soit mis en place propice d'un dialogue inclusif avec les groupes armés et l'ensemble des communautés, comme cela a été indiqué même dans le cadre des accords, et de l'autre côté, créer les conditions pour que la sécurité revienne à travers un redéploiement des forces de défense et de sécurité. Le redéploiement est en cours, il n'est pas belligène, il vise à restaurer la sécurité sans intention belliciste, et à cet égard, c'est un processus qui est conduit en coordination étroite avec la MINUSMA et avec les forces servales. Donc vous vous inscrivez dans le cadre de cet accord de Ouagadougou que vous avez donc trouvé. Il prévoit l'ouverture de négociations 60 jours après l'investiture du président de la République. Vous êtes toujours dans cette logique? Les 60 jours ne sont pas inscrits dans le marbre, mais nous sommes dans la logique d'être en position au terme de 60 jours, d'ouvrir des négociations. À cet effet, construisant sur les mesures de confiance qui ont été mises en place, le gouvernement a convoqué des états généraux de la décentralisation qui doivent permettre de faire l'état des lieux de la décentralisation, sur lequel il y a un certain nombre de choses à redire, quel que soit d'ailleurs l'espace de notre pays dans lequel nous nous situons, ce qui nous permettra de clarifier les éléments d'une politique d'approfondissement de la décentralisation, mais également de la gouvernance locale, qui sera celle des collectivités dans le nord de notre pays. Nous convoquerons au sortir des états généraux de la décentralisation les assises sur le Nord, qui permettront non seulement de rendre plus spécifique la réflexion, contextualisée dans le contexte du Nord, mais également d'examiner un programme accéléré de développement des régions du Nord, qui est en cours d'élaboration, pour lequel d'ailleurs lundi dernier un atelier a été tenu, qui permettra de définir la plateforme de développement. Nous espérons que dans ce contexte, nous associerons toutes les communautés du Nord, dans toutes les mesures du possible, et y compris les groupes armés, de façon à ce que leurs préoccupations soient prises en compte le plus en amont possible dans le cadre des discussions et partagées avec l'ensemble de la collectivité nationale. C'est un peu l'élément de novation par rapport peut-être à ce qui avait été fait précédemment. Tout ça dans le cadre des 60 jours, même si ce n'est pas un objectif en soi, les 60 jours. Les 60 jours sont un repère, mais cela sera dans le cadre des 60 jours. Les états généraux s'ouvrent lundi, sont clôturés mercredi. Les recommandations des états généraux seront versées dans le cadre des assises du Nord, comme je vous l'ai indiqué, avec une assistance qui sera aussi diversifiée que possible et représentera le plus complètement les collectivités du Nord. Vous avez pris ces derniers jours des mesures que vous avez donc appelées mesures de confiance. Je veux parler de la libération de détenus, je veux parler de la levée des mandats d'arrêt. Est-ce que ce sont des mesures que vous impose l'accord de Ouagadougou? Ces mesures découlent de l'article 18 des accords de Ouaga.
qui prescrivent la mise en place d'une commission internationale d'enquête pour prendre en charge les crimes de sang qui auront été commis, les atrocités les plus graves, notamment les crimes de violence sexuelle, toutes les violations graves des droits de l'homme et du droit international sur le territoire du Mali, et qui prévoit également que, hors du champ d'investigation de cette commission d'enquête, les personnes qui auraient été arrêtées fassent l'objet, soient libérées. C'est ce processus qui est fait avec toutes les garanties possibles qui visent à assurer que dans l'état actuel de notre information, nous ne remettions pas en liberté des personnes qui pourraient être tombées sous le coup des investigations de la commission d'enquête internationale. Au demeurant, cette commission d'enquête internationale fera son travail quand elle sera mise en place. Malgré tout, la mesure a suscité une certaine incompréhension au sein de la population, notamment du Nord, la population qui y voit tout simplement qu'on met dans la nature des gens qui se sont associés à d'autres à un moment donné pour faire du mal. Est-ce que vous comprenez cette incompréhension de la population? Il y a eu beaucoup de souffrance dans le Nord. Il y a eu beaucoup de souffrance dans les villes de notre pays qui sont dans le septentrion. On ne peut qu'y être sensible. On peut qu'y être sensible. Et je comprends que cela est difficile. Cela est difficile pour tout le monde. C'est difficile pour le président de la République, c'est difficile pour les membres du gouvernement. Mais il nous faut créer une base pour un dialogue possible. Il nous faut nous inscrire dans une logique de paix, parce qu'on a besoin de la paix et de la sécurité pour le développement. Et dans ce contexte, il faut peut-être consentir à quelques mesures difficiles qui doivent nous permettre de progresser vers la paix. Elles n'éteignent pas le cours de la vérité, elles n'éteignent pas le cours de la justice. Difficile aussi pour la justice dont vous parlez, parce qu'on a entendu certains acteurs ces derniers jours dire qu'ils auraient préféré que les mesures politiques interviennent après des décisions de justice. Nous prenons des décisions qui sont douloureuses, prenons des décisions qui sont difficiles, qui doivent nous permettre de progresser vers la paix. Parce que ce qui est en cause, c'est la reconstruction d'une société. C'est la reconstruction d'un vivre ensemble. C'est la reconstruction d'un État. Et cela requiert que nous tendions la main à certains de ceux qui s'étaient rebellés. La limite que nous y fixons est claire. C'est aucune connexion avec le terrorisme et les organisations qui soutiennent le terrorisme. Il faut y avoir, au jour d'aujourd'hui, renoncé. Deuxièmement, aucune connexion avec le narcotrafic et aucun crime, aucune participation ou aucune perpétration de crimes de sang, de violences particulièrement graves, de violences sexuelles, de violences ayant entraîné la mort dans le cours des événements que notre pays a connus. Alors, vous dites qu'il n'y aura pas d'impunité. Comment est-ce que vous vous rassurez aujourd'hui que tous les crimes commis seront punis dans ce contexte? Nous sommes en train de revisiter les textes qui organisent la commission dialogue et réconciliation, de manière à y introduire un volet vérité. La réconciliation doit prendre appui sur la vérité. La recherche de la vérité est le mandat sera le mandat des enquêteurs qui auditionneront, qui écouteront sur le terrain l'ensemble de ceux qui ont vécu ces événements. Une commission d'enquête internationale est également prévue dans le cadre de l'article 18 des accords de Ouaga qui, à sa mise en place, procédera aux enquêtes requises et fera la lumière sur les situations qui ont été connues et vécues dans le Nord et douloureusement vécues. Sur cette base, les services de la justice feront ce qu'il leur revient de faire. Vous avez donc fait de nombreuses concessions dans le cadre de ce que vous appelez des mesures de confiance, et de l'autre côté, qu'est-ce que vous avez obtenu? On a l'impression que vous faites des concessions côté gouvernement et de l'autre côté, on ne fait que monter les enchères. L'État a pris des engagements. Ces engagements, il les respecte, il les met en œuvre. En contrepartie, nous avons effectivement des points qui restent insatisfaits, mais sur lesquels nous interpellons non seulement les groupes armés, mais la communauté internationale. Je veux parler par exemple de la situation de Kidal. À Kidal, le gouverneur est dans une situation qui n'est pas acceptable. Il doit réintégrer son palais. La situation de la radio ORTM est également une situation qui ne nous paraît pas normale. Ces questions ont été portées à la connaissance au plus haut niveau aux Nations Unies quand le président y était. Elles ont été portées ici à la connaissance des représentants locaux de la communauté internationale. Nous partageons ces questions avec eux et nous leur demandons de nous continuer à nous assister pour que, dans une manière non violente, l'État recouvre sa souveraineté effective sur l'ensemble du territoire. Mais est-ce que vous avez l'impression que vos interlocuteurs sont dans la même logique de paix que vous? Il y a plusieurs interlocuteurs. Nous sommes en discussion, dans des relations d'échange avec certains d'entre eux.
avec lesquels des progrès sont enregistrés. Vous me permettrez qu'il ne puisse en être fait état plus en avant, mais il y a des progrès. Il y a des progrès et il est important que tous les groupes montent à bord du train de la paix et de la négociation. On a eu écho d'une rencontre tenue ce week-end à Ouagadougou, au cours de laquelle le MNLA notamment rejette les États généraux sur la décentralisation, rejette les assises du Nord, rejette les élections, rejette un peu tout. Est-ce qu'il n'y a pas une situation de blocage qui risque de se créer avec tous ces régimes? Selon les informations dont je dispose, il rejette le calendrier qui a été fixé. Ce qui me laisse penser qu'il ne rejette pas le principe d'États généraux, le principe d'élection, le principe des assises sur le Nord. Dès lors que leur principe n'est pas mis en cause, mais qu'il s'agit d'une question de calendrier, je veux penser qu'ils ont probablement marqué une inflexion dans leurs revendications quant notamment à l'indépendance, à l'autonomie ou à la mise en place d'une structure fédérative dans le cadre de notre pays. Ce sont des premiers mouvements que nous interprétons plutôt favorablement, dans l'attente de pas un peu plus significatifs que nous attendons encore. Et vous continuez d'avoir confiance en ce processus où vos interlocuteurs ne font pas de concessions visibles? Il y a des concessions sur lesquelles il peut être prématuré de communiquer aujourd'hui. Mais il y a des progrès dans les échanges avec certaines des composantes des groupes armés. Ces progrès sont réels et nous continuons de nous tenir à la stratégie que nous avons engagée, qui est une stratégie inclusive. Il est prévu dans les accords de Ouaga que toutes les communautés soient appelées à la discussion. Ce sera le cas dans le cadre des États généraux. Ce sera le cas dans le cadre des assises sur le Nord. Et donc les plateformes dont nous disposerons au sortir de ces deux forats en matière institutionnelle et en matière de développement auront une certaine consistance, reflèteront un consensus, porteront une certaine légitimité. Nous les partagerons à ce moment-là avec les groupes armés, en sachant que pour certains d'entre eux, leurs préoccupations auront déjà été prises en compte dans le cadre de ces recommandations. Alors, ces derniers jours, on a vu les populations de Gao descendre dans les rues, manifester leur mécontentement par rapport à beaucoup de questions, parmi lesquelles les questions sécuritaires et les questions d'amélioration de leurs conditions de vie. Une population qui attend donc plus de sécurité. Alors, qu'est-ce que vous apportez comme réponse à cette préoccupation sécuritaire quand même qui prend un peu d'ampleur ces derniers temps? La situation sécuritaire s'était incontestablement dégradée. Des dispositions ont été prises pour un redéploiement des forces de défense et de sécurité de manière à assurer une meilleure sécurisation dans l'ensemble du nord du pays. Ce redéploiement s'effectue en rapport avec la MINUSMA, en rapport avec la force Serval, de manière à ce qu'il apparaisse que nous ne sommes pas dans une perspective belliciste, qu'il s'agit de restaurer les conditions de sécurité. Mais il est certain que la situation sécuritaire s'est dégradée. Nous mettons tout en œuvre, faire en sorte qu'il y ait de ce point de vue-là des améliorations. Les groupes dont on pensait qu'ils avaient quitté le pays se sont de toute évidence reconstitués et ont reconstitué une capacité à porter des coups. Et la situation est en train de connaître des améliorations à la faveur des décisions qui ont été prises. Pour ce qui est de l'insatisfaction des populations, des frustrations dont qu'elles portent aujourd'hui dans la rue, nous avons entamé, en vérité, puisque les dispositions avaient été engagées par le précédent gouvernement, un retour de l'administration dans les villes du Nord, qu'il s'agisse des chefs-lieux de région, des chefs-lieux de cercle et au-delà. Les arbitrages financiers qui doivent conduire à un redéploiement plus complet et notamment à la réhabilitation des infrastructures et à un effort d'équipement de ces nouvelles infrastructures que nous allons réhabiliter. Ces arbitrages financiers ont été terminés. Les procédures de mise à disposition des ressources des collectivités territoriales décentralisées et de l'administration de commandement sur le terrain sont en cours d'être mises en œuvre. Donc la situation devrait connaître des progrès tout à fait rapides. Alors, je voudrais revenir un instant aux questions de sécurité avec cette population de Gao qui dénonce un peu le comportement de certains éléments, du moins des forces armées, comportement ils estiment tout simplement que ces personnes sont peut-être plus préoccupées par autre chose que par leur sécurité. Est-ce que ces accusations, vous les prenez au sérieux? Comment est-ce que vous comptez... Nous les prenons au sérieux, nous les prenons très au sérieux et nous sommes en train d'examiner au cas par cas les situations des concernés. C'est une situation qui est
en cours de prise en charge. À présent, cette population qui attend une amélioration de ses conditions de vie, on parle de situation de desserte en électricité qui ne s'est pas améliorée depuis, on parle de produits, de denrées de première nécessité qui sont devenus beaucoup plus chers parce qu'il y a tout simplement beaucoup plus de monde présentement à Gao que dans un passé tout à fait récent. Alors, qu'est-ce que vous entendez faire pour répondre à ces préoccupations, à ce cri de cœur de la population de Gao? Ce que nous entendons faire, c'est d'organiser le plus rapidement possible la réhabilitation des infrastructures, la relance de l'économie. Nous allons, à la faveur de la réhabilitation des infrastructures, de la politique d'équipement qui va être mise en place, du redéploiement de l'administration sur le terrain, relancer non seulement les services publics, injecter du revenu dans l'économie et ces revenus viendront innerver les circuits économiques et financiers de manière à permettre une reprise de l'activité économique sur place et derrière le conforter. Donc il y a un cercle vertueux qui peut être mis en place à la faveur du redéploiement sur le terrain de l'administration, des services sociaux sur lequel nous sommes en train de travailler et nous sommes dans la phase d'opérationnalisation des décisions qui ont été prises. Est-ce qu'il y a des mesures d'urgence qui sont prévues en la matière? Nous sommes dans l'urgence. Tous les programmes en question sont des programmes d'urgence. Les premières évaluations qui étaient remontées des services pour ce qui est des besoins financiers associés au redéploiement de l'administration sont des besoins qui étaient tout à fait importants et hors de notre portée. Un périmètre d'urgence a été arrêté. Ce périmètre d'urgence est en train d'être mis en œuvre. Et à l'heure où je vous parle, le processus est en cours, qui conduit à la mise à disposition de ressources qui, encore une fois, vont permettre d'innerver le tissu local. Des primes de réinstallation ont été constituées en faveur des administrateurs et des enseignants, du personnel de santé. Ces primes de réinstallation ont été mises en place et donc doivent permettre d'assurer que ces populations retournent exercer là où elles doivent l'être afin d'améliorer les conditions de vie sur place. Et au-delà, vous parlez d'un programme de développement durable des régions du Nord, c'est certainement du long terme. Comment est-ce que vous le voyez? Il y a un terme intermédiaire d'abord. Nous avons un certain nombre de programmes, de projets qui ont été identifiés. Ils sont au nombre de 44. Ils font l'objet d'un programme qui est en cours d'identification pour lequel nous devrions recevoir l'assistance de certains de nos partenaires qui doivent permettre dans les principales villes de contribuer à relancer l'activité. Nous espérons que d'ici le mois de novembre, nous avancerons avec nos partenaires sur la définition des moyens de financement de ce programme. Pour le reste, pour le plus long terme, le programme est en cours d'identification. Il s'articule autour d'un équipement routier, équipement d'infrastructures de production d'énergie, relance du pastoralisme, développement des économies oasiennes, renforcement de la plateforme éducative dans le Nord, de façon à ce que l'intelligence reste dans le Nord. Sont tous ces éléments qui articulés et pour lesquels nous avons des ressources déjà identifiées et des engagements relativement précis pour certains des projets qui constitueront le projet de développement accéléré des régions du Nord. Ce programme sera discuté encore une fois dans le cadre des assises. Il sera complété par les préoccupations propres qui viendront des représentants des communautés du Nord et j'ai bon espoir que nous parviendrons à trouver, au vu de l'attention que la communauté internationale porte à la situation du Mali, toutes les ressources qui permettront de le financer. Alors une dernière question, Monsieur le Premier ministre. C'est difficile d'être Premier ministre dans un Mali qui sort de crise? Ça demande beaucoup d'engagement, beaucoup de travail. Mes collaborateurs m'accompagnent et je suis sur le pont. Merci Monsieur le Premier ministre d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, M. Konaté. Merci mesdames, messieurs d'avoir été avec nous. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de l'interview de la semaine. Bonne suite de programme sur l'ORTM.